Madame, Monsieur, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, dans certaines disciplines sportives individuelles, comme la gymnastique ou le patinage artistique, les compétitions comprennent un programme imposé où chaque compétiteur doit effectuer un ou plusieurs mouvements ou une ou plusieurs figures définies au préalable. Et il existe un programme libre où le compétiteur propose les mouvements et les figures de son choix. Ce n'est pas seulement dans les disciplines sportives que l'on retrouve cela. À bien y regarder, il semble bien qu'en politique, ce soit un peu la même chose. Ainsi, depuis une vingtaine d'années, la quasi-totalité de nos élus, d'abord ceux du Conseil général, puis ceux du Conseil régional, de la collectivité de la Martinique, évoquent dans leur discours, en fonction des circonstances, une autonomie, une évolution institutionnelle, voire un pouvoir normatif, terme qui paraît à leurs yeux plus neutre et qui a sans doute l'avantage de bénéficier d'une compréhension, on va dire, à géométrie variable. C'est une figure imposée. Mais que met-il derrière ces mots, ces termes? Ce n'est pas toujours très clair. Quels sont les problèmes ou les projets précis qui ne pourraient être solutionnés ou réalisés qu'à la condition de disposer de ces nouveaux pouvoirs? C'est encore plus flou. Dans quel sens ils le seront? On l'ignore. Enfin, comment ces projets seront financés, c'est-à-dire, en définitive, qui va payer? La question n'est même pas posée. Or, éviter de répondre à ces questions légitimes, comme le font les élus de tous bords, soulève, il faut bien l'admettre, une suspicion parfaitement légitime, nourrie de l'expérience que les Martiniquais ont pu accumuler depuis que les lois de décentralisation ont transféré à nos élus, il y a 41 ans, de nouvelles compétences, par exemple en matière d'eau et d'assainissement, de collecte et de traitement de déchets, de transport, d'urbanisme, de formation initiale comme de formation professionnelle et de développement économique. La liste n'est pas limitative. Ne jamais aborder dans le détail les questions, les problèmes qui justifient l'obtention de ces nouveaux pouvoirs en indiquant dans quel sens ces nouveaux pouvoirs seront utilisés, c'est-à-dire au profit de qui, c'est un peu comme si une personne, n'ayant aucune formation en menuiserie, créait une entreprise dans ce secteur et se proposait de l'équiper en machines de fabrication sans jamais s'interroger sur ce que cet atelier devra fabriquer et pour qui, et accessoirement à quel prix. Qui parierait sur la survie dans le temps d'une telle entreprise? Mais voyons les choses d'un peu plus près. De mars 1983 à décembre 2015, c'est-à-dire pendant 32 ans, 2 assemblées géraient les affaires de notre pays, chacune étant composée de manière différente. D'une part, nous avions le Conseil général, où se retrouvaient les élus départementaux représentant les cantons, et d'autre part, le Conseil régional, élu à la proportionnelle. Ce n'était sans doute pas l'idéal. Les 2 assemblées dont les compétences se chevauchaient parfois, n'étant pas forcément du même avis, même lorsqu'elles étaient dirigées par des forces politiques identiques ou voisines. De là a germé l'idée d'une assemblée unique, se substituant
au Conseil général et régional. Dans l'esprit et les propos de ses partisans de l'Assemblée unique, celle-ci était posée d'emblée comme synonyme d'efficacité. Dans celui de ses détracteurs, c'était la porte ouverte à une possible évolution statutaire. Une première consultation a été organisée le 7 décembre 2003 sous le slogan « Nous pas qu'à acheter chatte en sac », le non l'emportait par 50,48% contre un peu plus de 49% au oui. Pourtant, 75% des élus du Congrès avaient exprimé un avis favorable au changement proposé. La défiance des Martiniquais à l'égard du personnel politique était déjà donc palpable. Bis repetita le 10 janvier 2010. Cette fois, la barre est mise à un niveau plus élevé, puisque, contrairement à 2003, il s'agit de créer une collectivité nouvelle à la place des conseils général et régional, mais relevant non de l'article 73, mais de l'article 74 de la Constitution. Cela mérite 2 mots d'explication. Dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, les lois et règlements sont applicables de plein droit dans les départements et les régions d'outre-mer, mais peuvent néanmoins faire l'objet d'adaptation. Cela s'appelle le principe de l'identité législative. C'est notre cas aujourd'hui. Dans les collectivités de l'article 74, la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Martin, les lois et règlements sont applicables toujours de plein droit, sauf dans les domaines déterminés par la loi, précisant l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs publics, ce qui s'appelle une loi organique. C'est le principe de la spécialisation législative. Concrètement, si une loi augmente le SMIC en France et que le salaire minimum fait partie des domaines relevant des décisions de la collectivité de Martinique, cette loi n'est pas applicable ici. Ça n'est pas rien. Nos élus départementaux et régionaux, ainsi que nos parlementaires, ayant retenu à un pourcentage de 88%, autant dire une immense majorité, une collectivité unique s'inscrivant dans le cadre de l'article 74 de la Constitution française, une consultation a été organisée le 10 janvier 2010. Malgré une campagne dans laquelle la quasi-totalité du personnel politique ainsi que les médias dominants ne faisaient campagne que pour le oui, le résultat est sans appel. Le non l'emporte à presque 80%. Le désaveu des élus fut encore plus cinglant qu'en 2003. Ces derniers représentaient-ils les Martiniquais? Mais, comme on dit en créole, grand homme pas qu'à honte. Pour se sortir de ce mauvais pas, les élus dits de gauche se rallient à une proposition de Nicolas Sarkozy, président de la République à l'époque. Il s'agissait de consulter les Martiniquais 15 jours plus tard sur une collectivité unique, demeurant dans le principe de l'identité législative, c'est-à-dire dans l'article 73 de la Constitution. Cette consultation a eu lieu. Même cousu de fil blanc, la manœuvre a réussi. On a 68% de oui, et ce résultat inespéré a été obtenu grâce à une manœuvre politicienne, puisque cette seconde consultation qui a eu lieu le 24 janvier 2010 n'était pas prévue initialement.
Il s'agissait de sauver la mise à nos élus et d'éviter qu'ils ne sombrent dans le ridicule. En outre, si le 10 janvier 2010, 55% des personnes inscrites sur la liste électorale se sont exprimées, 15 jours plus tard, elles ne sont que 37%. 58 105 électeurs, plus que tous ceux qui se sont prononcés en faveur de la liste Alliance, conduite par Serge Letchimy en juin 2021, et qui s'étaient déplacés le 10 janvier, sont restés chez eux, 15 jours plus tard. Cette victoire à la Pyrrhus équivaut quasiment à une défaite, et on peut se demander si elle n'aurait pas dû entraîner chez nos élus de la prudence et de la modestie. Ce serait mal les connaître. Ne voulant pas abandonner les hautes fonctions quasi ministérielles au sein de la nouvelle collectivité, nos élus, tous d'accord lorsqu'il s'agit d'être sous les feux de l'actualité, ont imaginé un gouvernement, le Conseil exécutif, et un Parlement, l'Assemblée de Martinique, afin de piloter la CTM, un peu comme en Polynésie. Au point qu'une délégation sénatoriale a pu dire, parlant de ce montage, on a voulu faire entrer le 74 dans le 73. Résultat des courses. Une collectivité entre les mains d'un seul homme, pour ne pas dire d'un homme seul, le président du conseil exécutif, un conseil exécutif dont l'opposition est exclue, plus proche de la chambre d'enregistrement que du conseil, composé de personnes n'ayant plus la qualité d'élus. Une assemblée de Martinique dont le président et la majorité n'ont de compte à rendre qu'au seul président de l'exécutif, lequel siège dans l'assemblée, s'exprime autant qu'il le souhaite sans limitation de durée. Les Guyanais ont fait preuve de plus de modestie et de réalisme en conservant le fonctionnement qui était celui du conseil régional avec un président ayant le rôle d'exécutif et une commission permanente constituée à la proportionnelle et donc respectant la démocratie. Alors, 8 ans après, quel bilan peut-on tirer de cette nouvelle collectivité? L'action des élus est-elle plus lisible, plus pertinente, plus efficace, plus rapide dans leurs effets? Les documents d'orientation, de planification, de projet ont-ils été adoptés et ou actualisés? Les priorités sont-elles clairement affichées? La préparation, l'adoption et l'exécution du budget s'en est-il trouvé facilité? Le traitement des dossiers s'en est-il trouvé amélioré? Les subventions dues aux étudiants, aux personnes morales, sont-elles versées en temps et en heure? Pour résumer, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, la mariée est-elle toujours aussi belle que le jour du mariage? Je vous laisse répondre chacun d'entre vous. Mais comme on dit en créole, premier saut pas saut, c'est deuxième saut qui saut. Nos élus n'en ont pas fini avec nous et une nouvelle évolution institutionnelle se profile à l'horizon. Cela était-il annoncé dans les programmes électoraux? Pas le moins du monde. Depuis juillet 2022, le fameux congrès des élus s'est réuni à 5 reprises. Des auditions ont été réalisées auprès de 3000 personnes, sélectionnées on ne sait trop comment. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ces auditions se sont déroulées sans préparation préalable, sans confrontation de points de vue différents. Les dires des uns et des autres ont d'ailleurs été repris tels quels dans le document de synthèse, sans vérification, sans distanciation, sans aucune mise en perspective.
Lors de l'avant-dernière réunion du Congrès, tenue le 28 juillet dernier, 28 juillet 2023, une déclaration solennelle est votée par 23 élus présents sur 100 convoqués. Les 77 manquants ne s'étaient pas déplacés ou avaient levé l'encre en cours de séance. On a vu plus solennel que ça. La dernière réunion du Congrès, tenue le 29 novembre 2023, n'a pas changé la donne. Les élus du Grand Assemblée, comme ceux de la Martinique Ensemble et de PIA, étaient absents et 40 élus sur 81 étaient présents. Tout ça pourquoi? Pour rédiger le projet de nouvel article 73.1 de la Constitution française. De quoi s'agit-il? Rien de bien compliqué. Il s'agirait d'offrir la possibilité aux collectivités relevant de l'identité législative, c'est-à-dire de l'article 73, d'être dotées de possibilités d'intervention dans le domaine de la loi et du règlement, autrement dit, de disposer de ce qu'on appelle des pouvoirs normatifs. Et pourquoi pas? Mais est-ce vraiment là l'essentiel? Autrement dit, la question est-elle juridique, comme sans vouloir le faire croire la CTM, ou politique? La vraie question n'est-elle pas de déterminer les domaines concernés par ce pouvoir normatif, la politique qui sera menée par ceux qui vont le détenir? On sait déjà que seront exclus du pouvoir normatif la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'État et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre public, la monnaie, le crédit et l'échange, ainsi que le droit électoral. Mais qu'en sera-t-il du Code du travail, de la fixation du SMIC, des droits sociaux, des retraites, de la rémunération des fonctionnaires de l'État comme de la fonction publique hospitalière, des impôts et des taxes, du droit de propriété, des programmes scolaires, de la validité des diplômes, etc. Comme on pouvait s'y attendre, nos élus sont muets sur cet aspect pourtant essentiel. Pourquoi? Nos élus veulent nous faire croire que nous n'avons pas à nous inquiéter, à nous montrer curieux, qu'ils ne demandent rien d'autre que de pouvoir décider finalement des horaires du ramassage des déchets ménagers ou des horaires de passage des bus de Martinique Transport. Or, déjà que dans ces deux domaines, les Martiniquais savent qu'entre ce qui est écrit et ce qui se fait, il y a un monde, en réalité, les décisions que pourraient prendre nos élus dans les domaines pour lesquels ils soient disposés de pouvoir seront loin d'être anodins. Ils le savent pertinemment, mais pour des raisons que seuls pourraient expliciter, ils le dissimulent. Ils veulent que nous leur fassions confiance, mais une confiance aveugle et non une confiance les yeux ouverts. Dans l'histoire de la Martinique, au nom des spécificités locales, la non-application systématique de la législation sociale, les travailleurs martiniquais ont été privés pendant des décennies de la retraite, ce qu'on appelle l'allocation aux vieux travailleurs salariés, du SMIC au même niveau qu'en France, quand le coût de la vie est reconnu 40% plus élevé, ce qui a justifié les indemnités de vie chère, non seulement pour les fonctionnaires, mais dans une kyrielle d'autres organismes, comme les banques, la caisse d'allocation familiale, etc. Ils ont été privés de la NPE, des allocations familiales au même niveau qu'en France. Alors que l'article 2
de la loi de départementalisation de 1946 affirmait que, je le cite, « Les lois et décrets actuellement en vigueur en France et qui ne sont pas encore appliqués dans ces colonies, c'est ce que nous étions, feront avant le 1er janvier 1947, avant le 1er janvier 1947, l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements. » Il a fallu attendre 50 ans pour que le SMIC applicable chez nous soit le même qu'en France. Cela s'est fait en 1996. Plus récemment, ceux qui célébraient il y a 2 mois, certains avec des larmes de crocodile, les événements de Chalvet, ces morts et ces blessés, ne se souviennent-ils pas que l'alignement du SMIC était la revendication des travailleurs en lutte? Qu'on dit à ce propos nos assemblées locales, peuplées majoritairement, il faut le dire, d'avocats, de fonctionnaires, de médecins, etc. Je vous laisse répondre, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Mais, dites-moi, croyez-vous qu'un changement de statut permettra la baisse des prix, qui se sont envolés depuis un peu plus de 2 ans et demi, la réduction du chômage, de la précarité, de la pauvreté, l'équité en matière de recrutement au lieu de la politique des parents, amis et alliés, l'amélioration de la prise en charge des Martiniquais sur le plan de la santé, de l'éducation, l'amélioration de la desserte en eau potable et de l'assainissement, du traitement des déchets, l'amélioration du cadre de vie, par exemple l'entretien du réseau routier et de tout le réseau routier. Qu'est-ce qui permet de penser que les élus feront demain ce qu'ils n'ont pas réalisé ni hier ni aujourd'hui? La question se pose. Une petite illustration. Quand après des années d'une gestion opaque et dispendieuse du SMTVD, son ancien président, Cétrose Caquin, soutenu mordicus par les 3 communautés d'agglomération, a finalement été prié de quitter les lieux. La majorité des membres de ce conseil d'administration a été reconduite par les 3 communautés d'agglomération, alors que manifestement, ils avaient failli à leur mission et étaient solidaires de M. Cétrose Caquin. Alors, confiance ou défiance? Ce n'est donc pas seulement sur le texte d'une éventuelle modification constitutionnelle que les Martiniquais doivent être consultés, mais sur les domaines dans lesquels les élus souhaitent avoir la main et sur ce qu'ils entendent faire, c'est-à-dire les politiques précises qui seront menées. Faute de quoi, le chat en sac sera de retour. Merci.